Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne chaque jour dans la gestion de vos finances personnelles à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous mettrons comme tous les vendredis l'art à la une avec Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et nous nous intéresserons ensuite au rapport entre art et marketing à l'occasion du Black Friday avec Emmanuelle Caleram, directrice marketing chez Artspur, alors que Artspur justement lance ce vendredi son opération Arty Friday sur 4 jours. On y reviendra en plateau. Et ensuite, dans Enjeux Patrimoine, nous ferons un rapide focus pour cette fin de semaine sur le top 5 des pires idées d'investissement en ce moment. Et on verra si c'est également le cas pour la fin de l'année. Un top 5 qui nous sera proposé par Carl Toussaint Duvaste, cofondateur de Net Investissement. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacofi. Et un patrimoine thématique donc consacré comme tous les vendredis au monde de l'art, au marché de l'art, et un marché de l'art où l'on passe en revue les actualités de la semaine avec Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur ces questions au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau ce matin. Alors qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans le monde de l'art ? Je vous propose de faire quelques pas de côté aujourd'hui pour vous tourner vers des investissements plus passion, parce qu'il y a eu l'annuelle vente des hospices de Beaune, cette vente de vin. Frais inclus, elle a réalisé 12,6 millions d'euros, donc c'est des résultats inespérés. Hors frais, 11,7 millions d'euros et la totalité des lots ont été vendus. La pièce maîtresse de la vente, elle s'appelle la pièce du président. Elle a été vendue pour 800 000 euros. C'est un fût de Corton Renard de Grand Cru. Chaque année, la pièce du président, tout l'argent récolté par cette pièce du président est déversé à un réseau d'associations. Cette année, c'est Solidarité Femmes qui soutient les victimes de violences conjugales et puis l'Institut Curie qui recherche contre le cancer du sein. Deux acteurs étaient présents pour la vente, Jeanne Balibar et Pio Marbaille, qui soutiennent ces deux associations. Et alors, si on regarde la vente des autres lots, à quoi sont destinés les résultats de vente pour le coup ? Les résultats sont aussi destinés à l'entretien du patrimoine, à la modernisation des équipements et des bâtiments hospitaliers de Beaune. Et cette année, on pouvait s'attendre à des résultats bien plus faibles parce que les conditions météorologiques n'ont pas permis d'avoir autant de crus en vente. Il y avait seulement 362 lots, alors que l'année dernière, par exemple, il y en avait 630. Mais les résultats ont été maintenus. Selon Sotheby's, l'augmentation moyenne de prix par cuvée a été de 85% par rapport à l'année dernière. C'est surtout les vins blancs qui ont tiré les ventes, avec une augmentation de 115%. Et les vins rouges ont augmenté de 56%. Et puis aussi, particularité de cette année, Sotheby's a repris la gestion de la vente. Et ce, pour 5 ans, elle se place vraiment sur ce secteur des vins désormais. Alors qu'avant, c'était la concurrente Christie's qui gérait la vente depuis 2005. Et alors après les vins, Sybille, il y a les manuscrits également. Voilà, des manuscrits rares ont été vendus cette semaine pour plusieurs millions. Alors dans le cadre de la vente livres rares et manuscrits chez Christie's, il y a eu la vente du storyboard du film Dune, pensé par Alejandro Jodorowsky, donc Dune écrit par Frank Herbert. Ce storyboard a été vendu pour 2 660 000 euros, frais compris, soit plus de 110 fois son estimation de départ. Alors c'est l'adaptation cinématographique d'Alejandro Jodorowsky qui a été pensée. C'est un projet gigantesque qui n'a jamais été réalisé. Il réunissait Jean Giraud ou encore les Pink Floyd. Il voulait mettre en vedette Salvador Dali, Mick Jagger. Donc voilà, donc bien sûr, la sortie très médiatisée du Dune de Denis Villeneuve a particulièrement tiré les ventes vers le haut. Oui, on imagine bien effectivement que c'est en lien avec l'actualité. Il y a un autre manuscrit qui a été vendu, Sybille, et on reste dans le domaine de la science, même si cette fois-ci on quitte la fiction. Tout à fait. Alors c'est un manuscrit d'Einstein et de son collaborateur Michel Bessot qui ont écrit sur la relativité générale. Il a été vendu 11,6 millions après une bataille de 11 minutes, donc 1 million par minute. C'est un document de 54 pages qui documente une étape importante dans le développement de la théorie de la relativité générale établie par les scientifiques. Cette vente est opérée par Christie's, mais pour la maison de vente Agut qui est en fait en charge de la dispersion de la collection Aristophile, dont fait partie le manuscrit. En fait, Aristophile, c'est une société française qui vendait des parts dans la possession de documents
du patrimoine écrit et elle a été mise en liquidation judiciaire en 2015 à la suite de soupçons d'escroquerie. Donc chaque année, Agut revend des petites parties de cette collection. Et on en parle rarement, si ce n'est jamais, dans cette émission. Sybille, c'est les NFT. Voilà, alors, des nouvelles des NFT. Alors, on reste dans le domaine des livres. En fait, c'est le dictionnaire Collins qui a sacré NFT comme mot de l'année 2021, ou plutôt l'abréviation. Alors, l'occasion pour moi de vous répéter la définition. Estampillé Collins, un NFT, c'est un certificat numérique unique enregistré sur une blockchain qui est utilisé pour enregistrer la propriété d'un actif tel qu'une œuvre d'art ou un objet de collection. Alors, si ce certificat numérique, lui, est bien réel. Parfois, il peut y avoir aussi des conditions frauduleuses autour. Et il y a eu un litige cette semaine autour de l'exposition Art Wars qui a été menée par le curateur Ben Moore. En fait, l'Art Wars, c'est rassembler plusieurs casques de Stormtroopers de Star Wars qui ont été réalisés par différents artistes assez connus, Anish Kapoor, David Bailey, etc. Et Moore, en fait, a vendu des photos de ces casques sous forme de NFT. Alors, c'est le Financial Times qui relate cette histoire. Ces artistes envisagent une action en justice contre le conservateur. Ben Moore dit qu'il regrette que certains artistes aient pris cela par surprise. Et bien sûr, il a retiré les œuvres de la vente. Mais voilà, les NFT posent vraiment la question des droits d'auteur. Et d'autant plus que des nouveaux chiffres sont tombés. Le volume des ventes des NFT est passé de 2,7 milliards en début d'année 2021 à 10,7 milliards au troisième trimestre, selon les données du cabinet d'analyse d'Apradar. Et c'est vrai que quand on peut certifier finalement une photo ou un objet visuel numérique, ça pose la question de la propriété de ce qui a été pris en photo dans le cadre des NFT. Merci beaucoup, Sybille, pour ces actualités de la semaine. On enchaîne tout de suite avec vous, Emmanuelle Calleram. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes directrice marketing chez Artsper. Artsper qui lance son Arty Friday à l'occasion du Black Friday. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Arty Friday, Emmanuelle Calleram ? Alors, Arty Friday, c'est une opération qu'on monte pour le Black Friday. Donc, Artsper, c'est une marketplace en ligne et internationale d'art contemporain. Donc, c'est-à-dire qu'on est une plateforme qui va mettre en relation des acheteurs d'art, des collectionneurs, des amateurs, avec des vendeurs, donc des galeries d'art professionnelles. Et du coup, pour l'occasion, on s'est demandé comment finalement jouer les codes à la fois du e-commerce et à la fois du marché de l'art, parce qu'on est vraiment une start-up finalement à la jonction de ces deux marchés. Et on s'est dit qu'on allait surfer sur ce temps fort commercial qui est devenu indispensable. Bien sûr, un incontournable, effectivement, le Black Friday, mais bon, vous n'allez pas faire j'imagine, du moins 60% sur des œuvres d'art. Ouais. Et du coup, justement, en ne dénaturant pas ce que nous faisons, on s'est dit qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on aime faire finalement, c'est parler d'art. Et du coup, pendant ces 4 jours, donc du vendredi 26 au lundi 29, on va mettre en lumière 40 jeunes talents en qui on croit sincèrement. Donc il y a un geste incitatif de 5% et 10% le dernier jour sur tout le site, mais ce n'est pas là le cœur de l'opération. Le cœur de l'opération, c'est vraiment d'avoir sélectionné ces 40 talents, qui sont des jeunes artistes, ce ne sont pas des best-sellers, ce ne sont pas encore des stars du marché de l'art. Et on les a sélectionnés avec un partenaire de choix qui est Marine Tanguy et son agence d'artistes MT Art. Donc une agence d'artistes qui organise des collaborations. C'est une agence d'artistes visuels. Donc qui les représente, qui s'occupe d'assurer leur notoriété et qui du coup a fait que certains de ces artistes très talentueux ont rejoint Artsper pour l'occasion. Et du coup, on a choisi ensemble ces 40 jeunes talents. On les a choisis non seulement parce qu'on y croit, sincèrement, mais aussi pour leur adéquation avec nos valeurs. C'est leur donner un coup de pouce, finalement. Et du coup, tous les jours, du vendredi au lundi, on révèle 10 jeunes talents sur un médium donné. C'est aussi l'occasion de rappeler que l'art, c'est pas seulement la peinture. Et donc, vendredi, on révèle nos 10 coups de cœur sur la peinture. Samedi, la photographie. Dimanche, la sculpture. Lundi, le dessin. Et donc, pour vraiment attirer l'attention. Promouvoir finalement la jeune création. La jeune création. Qui est-ce que vous ciblez à travers cette opération ? Parce que du coup, c'est des artistes émergents. Ça cible qui ? Qu'est-ce que vous voulez attirer sur votre site ? Oui. On cible plutôt des jeunes collectionneurs ou des amateurs d'art non initiés qui sont finalement en fait notre public cible chez Artsper. Il faut savoir que à peu près un acheteur sur 2 sur Artsper, c'est un primo-acheteur d'art tout court. Donc c'est des gens qui finalement sont des amateurs d'art, connaissent les grands noms, aiment bien faire des expositions, mais ne sont pas du tout nés dans une famille collectionneur où ont forcément tous les codes. Et c'est à ça que finalement aussi avoir un site, être une plateforme, être finalement un site e-commerce est aussi hyper important pour toucher cette cible-là. Donc on touche naturellement des gens plutôt à l'aise avec le digital, mais il n'y a pas un public cible, ça va de 30 ans à 70 ans. C'est une cible qui est internationale
Et avec cette jeune création, c'est vrai qu'on a aussi envie d'attirer finalement des jeunes collectionneurs, un jeune public qui va être plus sensible à l'idée de soutenir des jeunes artistes. Et c'est ce qu'on a envie de mettre en valeur dans cette opération. Pour vous, est-ce qu'il y aurait d'autres manières de démocratiser l'art ou d'attirer des nouvelles personnes à acheter de l'art ? Je pense qu'il faut vraiment prendre en considération qu'il n'y a pas un seul acheteur type et que justement ces jeunes acheteurs, comme on a tendance à les appeler, sont devenus absolument des acteurs moteurs sur le marché de l'art. Et pour les toucher, il faut parler avec leur code. Et donc avoir un site de vente en ligne, bien sûr, ça en fait partie, mais il y a aussi les réseaux sociaux. J'étais la semaine dernière à The Art Market Day, une journée de conférence sur le monde de l'art, avec une conférence hyper intéressante sur le marché de l'art asiatique. Et justement, il disait que pour toucher ce marché, il fallait absolument être sur Instagram. Qu'aujourd'hui, Instagram est capable de faire et de défaire la cote de certains artistes sur le marché de l'art asiatique. Ça paraît un peu fou. Des nouveaux artistes ou même des anciens Plutôt artistes des nouveaux. Plutôt des nouveaux artistes, d'accord. Donc, ou alors des artistes qui sont en phase de devenir des best-sellers, en phase de devenir des stars du marché de l'art. Mais même finalement qu'il y ait des trendsetters asiatiques qui achètent du Basquiat ou qui achètent tel artiste, un JR ou quoi que ce soit, ça va finalement aussi aider à faire la cote de tels artistes. Donc il y a vraiment quelque chose là qui est hyper important, de bien maîtriser ces plateformes et de s'adresser aux jeunes là où ils sont, tout simplement. Parce que les réseaux sociaux, ça va plus du coup passer par des influenceurs et du coup les Asiatiques vont se référer à leur goût, plus que de la découverte d'artistes sur les réseaux sociaux. Il y a aussi de ça. Il y a aussi de ça, et je pense que les autres choses qui sont vraiment importantes pour toucher ce public cible, c'est la proximité avec les artistes. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup chez Artspert, de donner la parole, de faire visiter leur atelier, de faire des takeovers où des artistes finalement nous expliquent comment ils font, quelle est leur pratique artistique, qu'est-ce qu'ils ont envie de dire avec ces œuvres, un petit peu de décomplexer, peut-être démystifier même l'art contemporain, qui semble souvent un peu opaque. Et la transparence joue aussi un rôle essentiel. Alors, l'intitulé de l'émission, c'est Art et marketing, les liaisons dangereuses. L'Arty Friday a été lancé à l'occasion du Black Friday. Est-ce que surfer sur une tendance marketing quand on est dans le monde de l'art, c'est quelque chose qui peut porter finalement et faire découvrir ce monde à de nouveaux collectionneurs, ou à l'inverse, ça peut aussi être décrié en disant mais qu'est-ce que le marketing vient faire dans le monde de l'art ? Il faut déjà se dire que l'art ne sera jamais un bien de consommation. D'accord, oui. Ça, c'est hyper important, encore plus quand on travaille au marketing, finalement. Oui. Dans le monde de l'art, tous les jours, c'est une problématique qui est constante. Bien sûr, oui. Après, le marketing n'est pas un gros mot, parce qu'on est aussi là, finalement, pour faire découvrir des artistes, pour accompagner des acheteurs. Il y a un rôle d'accompagnement qui est très fort, et quand on sait qu'Artspert, 50% sont des primo-acheteurs, des gens qui ne seraient jamais allés dans une galerie d'art, qui n'auraient pas osé, qui se seraient pas sentis forcément à l'aise dans une foire, et c'est hyper important de se dire que finalement, faire du marketing, c'est amener ces gens-là à découvrir des artistes, à acheter de l'art, ce qu'ils n'auraient peut-être pas fait avant. Et donc là, il y a un côté d'accompagnement, de découverte, un rôle de facilitateur qui est hyper important et qui est porté aussi par le marketing. En début d'année, on a quand même eu l'histoire de Banksy qui était assez retentissante, donc Love in the Bean, qui a été revendu 22 millions d'euros. Est-ce que vous pensez que il faut désormais qu'il y ait un happening autour d'une œuvre d'art, que c'est ça qui va la propulser ? C'est vrai que nous, on le voit même sur Artspert, les ventes sont souvent liées à des choses un petit peu événementielles. Des exemples assez parlants. Par exemple, Arte a republié Big Eyes, le film sur Margaret Keane. Dans les 24 heures, on a vu un pic des œuvres de Margaret Keane se vendre. Donc il y a des choses comme ça qui sont assez saisissantes. Si JR fait un nouveau collage, on voit des œuvres de JR se vendre. Si un artiste défraie un peu la chronique, ou au contraire une œuvre est très vendue, un Murakami, un Kunz, ou quand c'est la FIAC, et que les artistes présents à la FIAC, nous on le sent. Donc effectivement, il y a quelque chose d'un petit peu événementiel. Ça ne veut pas dire que c'est nécessaire, il y a aussi des tendances de fond, il y a aussi des artistes qui auront toujours la cote, ou alors c'est beaucoup plus progressif. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose finalement d'un peu événementiel dans le marché de l'art, et on le sent aussi. Parce que ça touche des très jeunes et qui sont ultra connectés et qui... Parce que ça va vite, parce que ça va très très vite, et que justement... il faut être présent tout de suite, il faut avoir peut-être l'offre au moment même où la demande se fait, parce que 24 heures après, le phénomène il peut être passé. Mais alors, je rebondis sur l'exemple Banksy, mais également Jeff Koons. Donc, c'est des artistes qui sont mondialement connus. C'est presque des marques aujourd'hui, finalement. Alors, c'est des artistes derrière, mais c'est presque la marque Banksy, la marque Jeff Koons, avec les différentes œuvres estampillées de la signature, non ? Ou il ne faut pas le voir comme ça ? Là, on rejoint presque du marketing. Oui, ouais. Mais c'est bien fait aussi, et puis c'est une façon de protéger finalement ce qu'ils font,
qu'il y ait une certaine cohérence. Après, c'est vrai que Kunz, on peut se poser la question, finalement, où s'arrête l'artiste, où commence la marque. Bien sûr, oui. Mais par exemple, c'est une question de cohérence, je pense, de protéger son héritage artistique, que d'être toujours très fidèle et de verrouiller finalement son image. Et ce que je peux comprendre aussi, avant Sybille parlait de droits d'auteur, est-ce que c'est pas important pour les artistes aussi, alors dans ce cas, d'être hyper vigilant sur qui utilise leurs œuvres, comment, pourquoi, et je peux comprendre. Mais vous conseillerez certains artistes justement à créer une image autour d'eux ou de rester plutôt en recul par rapport à leur travail et de laisser le développement de leur travail justement à des personnes comme vous qui gèrent le marketing d'une entreprise? C'est important quand même d'avoir une présence en ligne. On l'a vu pour les galeries, on l'a vu pour les artistes. Je pense qu'aujourd'hui, il est vraiment indispensable d'avoir une présence. Ça peut être Instagram. Si certains artistes ne sont pas à l'aise avec ça, ça peut évidemment être autre chose. Mais je pense que c'est important de se rendre visible parce que l'univers il est extrêmement concurrentiel. Même sur Artsper, finalement, c'est 170 000 œuvres qui sont présentes. Oui. Donc, il faut évidemment sortir du lot et je pense que ça aide. Et alors, je finirai, puisqu'il nous reste quelques secondes là-dessus, vous dites que c'est important d'être visible. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui on achète une œuvre ou on achète un ou une artiste également? Je pense qu'on achète les deux. C'est hyper intéressant. Ouais. Donc, certains ont des coups de cœur pour une œuvre, sans même connaître l'artiste. Et d'autres, c'est vraiment qui vont plus loin, qui vont connaître l'artiste, qui vont avoir envie de se renseigner sur son parcours et qui vont acheter en fonction de ça. Merci beaucoup Emmanuelle Calleram. Je rappelle que vous êtes directrice marketing chez Artsper, donc la Arty Friday, le Arty Friday, pardon, mais donc du coup vu que c'est 4 jours, c'est une petite semaine, ça commence aujourd'hui et ça finit lundi prochain. C'est ça. Et avec une sélection tous les jours du coup proposée par Artsper et une petite surprise le dernier jour, enfin une petite réduction, mais bon rien de très important comparé au Black Friday, mais une petite incitation comme vous l'avez dit tout à l'heure. Merci également Sybille Aoudjan pour l'art à la une de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine et quant à nous on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine, un Enjeu Patrimoine où nous allons dresser pour cette fin de semaine le top 5 des pires idées d'investissement en ce moment. Un top 5 qui nous est proposé par Carl Toussaint Duvaste, cofondateur de Net Investissement. Bonjour Carl Toussaint Duvaste. Bonjour Nicolas, bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors c'est vrai que généralement on vient souvent parler des investissements qu'on aime bien sur ce plateau. Là on va parler des investissements qu'on aime moins. Pour le coup c'est une approche un peu originale. On va les donner les uns après les autres. Le premier qui ressort dans votre top 5, c'est tout ce qui est garanti. C'est amusant parce qu'au contraire, on pourrait se dire du côté investisseur, quand il y a quelque chose de garanti, ça rassure. Là, vous nous dites attention, warning. C'est le gros point d'entrée de cette chronique qu'on a choisie ensemble sur les investissements à ne pas faire. Parce qu'en fait, Internet offre le meilleur et le pire. Dans la notion de garantie, il y a deux choses. Il y a la notion de garantie en capital. Bon, à part le fonds euro et le livret A, rien n'est garanti en capital. D'accord. Ouais. Mais le vice de ce mot garantie, il est dans la garantie du rendement qui est souvent présenté de manière assez agressive en marketing, garantissant donc 8, 10, 12, 15% de rendement et plus si affinité. Il est là le risque. En fait, la notion de garantie, il faut la sortir de son cerveau. Tout investissement comporte un risque de perte de capital, mais surtout a une part d'aléa. D'accord. On ne donc peut un pas. rendement n'est jamais garanti. Un rendement n'est jamais garanti. La seule garantie qu'on a, c'est le rendement du livret A et du fonds euro qui devrait être aux alentours de 0% cette année. Voilà, on n'aura pas mieux, docteur. Après, on fait un investissement sur des fondamentaux, mais on ne peut pas nous garantir un rendement et a fortiori dans le temps. Donc grande prudence là-dessus. Grande prudence sur le garantie. Effectivement, oui. La seule chose qu'on peut garantir, c'est que quand on met 1000 € sur un livret A ou sur un fonds en euros, on aura toujours 1000 €. Mais après, par contre, il faudra effectivement regarder les rendements et l'inflation, mais ça c'est une autre histoire. Mais on aura son capital garanti. Le rendement n'est jamais garanti et le rendement passé ne présage jamais du rendement futur. Le rendement passé ne présage pas du rendement futur. Mais le risque vraiment, c'est parce que sur les réseaux sociaux, il y a des sociétés spécialisées qui pushent beaucoup d'informations sur des taux garantis, des rendements garantis. Il est là le piège. Non, un rendement n'est pas garanti. Même si il peut être affiché en gros sur une communication, il n'est jamais garanti. Deuxième top 5, numéro 2 dans votre top 5 des pires idées d'investissement en ce moment. Alors, l'immobilier à l'étranger. Qu'est-ce que ça... Là encore, c'est pas l'alpha et l'oméga. Ce que je dis. Ouais, quand je dis l'immobilier à l'étranger, c'est n'allez pas sur un marché que vous ne connaissez pas, et a fortiori sur des marchés immobiliers qui, là encore, souvent ont tendance à vous promettre un rendement faramineux. Je pense notamment en particulier à l'immobilier dans des villes sinistrées aux États-Unis. D'accord. On est à 6000 km des États-Unis depuis la France. Vous ne connaissez pas les États-Unis et on vous dit que vous allez avoir 15% de rendement. Ça sent pas bon. À minimum, allez-y
l'immobilier, rendez-vous sur place. Parce qu'il y a eu des scandales qui ont éclaté il y a encore 2 ans. Il y a une entreprise dans le sud de la France qui a escroqué 600 personnes en leur vendant de l'immobilier à Détroit. Cet immobilier n'existait pas. Tout simplement, il leur D'accord, donc il n'y avait peu... même pas de mur ou de mètres carrés. Une maison témoin qui a été présentée la même à tout le monde. Ils achetaient tous la même maison sans le savoir. Donc c'est une arnaque, ça, pour le coup. C'est une arnaque. Oui, c'est une arnaque. Donc là, vraiment, c'est ça. N'investissez pas dans une zone que vous ne connaissez pas. À minimum, allez voir. L'autre, c'est ces pays d'Europe de l'Est qui sont effectivement en pleine croissance, en pleine émergence. Il n'y a pas de souci. Mais si vous ne connaissez pas le marché bulgare ou le marché roumain, n'investissez pas dessus. N'investissez pas sur de l'immobilier que vous ne connaissez pas. Et alors, une question quand même, parce qu'on entend souvent parler du bureau ou du commerce en Allemagne qui tire son épingle du jeu, et c'est des SCPI qui nous disent on va investir pour vous, et en plus vous avez un avantage fiscal. Là, pour le coup, ça rentre dans ce que vous appelez l'immobilier à l'étranger ou pas du tout? D'abord, géographiquement, oui, mais ça n'a rien à voir, puisque là, vous êtes investi effectivement dans l'immobilier tertiaire, dans une foncière ou une SCPI qui est donc gérée par Appel public à l'épargne. Elle est transparente, elle est déposée à l'AMF, il y a des gérants, il y a des property managers, il y a des gens qui ont étudié le marché pour nous. Donc, en plus, vous le faites dans le cadre d'un investissement mutualisé en termes de risque. Ça n'a rien à voir. D'accord. Okay. Là, c'est acheter une maison ou un appartement dans le centre de Bucarest ou de Prague et vous allez avoir 12% de rendement. Sans connaître la ville, effectivement. Ouais. Donc, c'est l'immobilier résidentiel et en plus acheter en direct, effectivement. Donc ça, il faut s'en tenir à l'écart ou alors il faut se renseigner. C'est ce que vous nous dites. Ce qui est très drôle, Nicolas, c'est que quand vous faites un investissement immobilier, là on est à Paris, on présente à des Parisiens l'investissement à Bordeaux. Oh là, attends, moi je connais pas le marché bordelais, je n'investis pas n'importe où. Mais en revanche, quand on leur dit 15% à Sofia, il n'y a pas de problème, on fonce. Voilà. Donc prudence sur les fondamentaux. Alors le numéro 3 de votre top 5, c'est un marché, un titre ou un secteur quand il est déjà au plus haut. Alors là, pour le coup, c'est d'actualité, notamment sur le marché action. Ça, vous dites, quand on est au plus haut, il ne faut pas rentrer. Bon, on comprend que dans la notion de plus haut, il y a la notion de ça va redescendre après. Il y a un phénomène, sociétal qu'on constate depuis 30 ans, enfin depuis toujours d'ailleurs, dans l'investissement boursier, c'est que dès que les marchés sont hauts, l'investisseur non initié, il veut y aller. Il y a une expression aux États-Unis qui s'appelle le FOMO. Oui, c'est ça, il a peur de rater l'opportunité. Et donc l'ironie, moi je me souviens très bien, en sortie de 2008, quand le CAC 40 était à 3000 points, personne ne voulait y aller. J'ai peur. Et là, on a dépassé les 7000 allègrement. Donc là, tous les jours, on dépasse des plafonds. Et là, il y a cette espèce d'engouement et on veut y aller. Donc, bien sûr, ça peut continuer à monter. Mais quand on est déjà en très haut de cycle sur une valeur, un titre ou un secteur, le non-initié, si vous n'êtes pas un trader averti, n'allez pas sur cette classe d'actifs. Attendez une correction pour vous remettre dessus ou positionnez-vous plutôt sur des valeurs dans lequel on a en principe un potentiel de croissance. Quand on est déjà en haut, on a ce phénomène sociologique de se dire j'ai envie de faire partie de cette aventure, Bien mais sûr. vous êtes en haut de cycle, donc vous mettez, à mon avis, inutilement en danger votre investissement. Et ça, c'est une démarche qu'on peut appliquer, par exemple, à l'immobilier également, quand on voit que l'immobilier est en plein essor dans certaines villes aujourd'hui en France? On parle souvent du marché immobilier en France. Or, il y a une multitude de marchés immobiliers. Quand on a un immobilier à 15 000 € à Paris, je reste réservé sur le potentiel de croissance. Donc on est dans ce qu'on appelle au plus haut, pour le coup aussi. Au plus haut. En revanche, j'avais des villes, la Bretagne par exemple, qui est très en retard comme zone géographique sur les prix par rapport au reste de la France. La Bretagne offre des opportunités. Donc l'immobilier n'est pas au plus haut. Certaines zones le sont. Je vous parlais de Bordeaux. Les prix dans Bordeaux, on est quand même à 6 000 - 7 000 € dans certains cas. On est très haut. En revanche, dès qu'on sort de Bordeaux, la périphérie de Bordeaux, vous avez des villes avec des gros potentiels. Donc, mesurons toujours le potentiel qu'on a quand on fait un investissement. Est-ce que j'en ai encore un peu sous le pied, comme on dit? Et alors, un investissement qui offre, en tout cas en théorie, et qui un haut rendement, ou en tout cas qui a du potentiel, c'est le parking. Mais alors le parking, on en a beaucoup entendu parler en 2020 pendant la pandémie, parce qu'il y a eu beaucoup d'arnaques sur le sujet. Voilà. Ça, c'est le numéro 4 de votre top 5 des pires investissements. Il y a eu beaucoup d'arnaques, parce que là encore, on joue sur la cupidité et la crédulité. Il ne faut pas se mentir. On a quand même, sur des phénomènes comportementaux de l'être humain. Le paradoxe de l'être humain, c'est qu'il a peur de prendre des risques, mais il est appâté par ce qui brille. C'est de la nature humaine est ainsi faite. Or, effectivement, pendant le Covid, on était chez soi, donc on avait un temps de cerveau disponible maximum pour les arnaqueurs, qui donc, effectivement, et on a eu des clients, nous, chez Net Investissement, qui nous appelaient en disant « On m'a parlé de ça, ou j'ai reçu tel mail, qu'est-ce que vous en pensez ?» On a fait un audit de ce site, qui manifestement était un site d'arnaque, qui, en gros, des places de parking sous une pseudo-licence avec Vinci, complètement bidon, qui n'existe pas, et dans les aéroports européens, à Lisbonne, à Porto, à Barcelone, etc., vous achetiez une place de parking et vous aviez 12-15% de rendement, garantie, j'y reviens. Donc, on n'y va pas, on n'y va surtout pas, alors même qu'on se dit, le parking, bon père de famille, c'est tangible, c'est facile. Non, ça n'est pas
On ne peut pas vous garantir un rendement, d'accord? Et en l'occurrence, les gens n'étaient même pas propriétaires de leur place de parking. C'était une arnaque. Quand on vous propose ce genre de miroir aux alouettes, les fondamentaux vous imposent à vous renseigner. Vous avez travaillé dur pour cette épargne. Renseignez-vous dans ce dans quoi vous investissez. C'est amusant parce que dans les parkings, on retrouve du coup le point 1 et le point 2. Il ne faut pas aller investir à l'étranger qu'on ne connaît pas. Et dès que c'est garanti et écrit en énorme dessus, du coup, faut allumer un warning finalement. Et Nicolas, pourtant, tous les jours, on voit des gens se faire avoir. Tous les jours, en fait, les codes ne changent pas. Donc c'est important cette émission de le rappeler. C'est des marronniers qu'il faudrait répéter 2-3 fois par an. Rappelons-nous les fondamentaux d'un investissement. Traitez uniquement ce que vous comprenez. Allez là où uniquement vous êtes sûr d'avoir bien compris ce que vous faites et faites-le avec quelqu'un en qui vous avez confiance. Et alors justement, le dernier point de ce top 5 des pires investissements, c'est ce que vous ne comprenez pas. Alors vous nous l'avez déjà un petit peu dit en fil rouge de tous ces investissements. Il ne faut pas aller dans un investissement qu'on ne comprend pas, c'est ça? Voilà, je voulais faire un petit parallèle avec les crypto-monnaies qui ont le vent en poupe. Vous avez une émission le mercredi qui traitait de ça, donc j'imagine que vos chroniqueurs en parlent. C'est important de le rappeler. Je pense que dans cet univers, le Bitcoin, l'Ethereum, Cardano, vous avez des acteurs qui sont majeurs, qui sont opérationnels. Il y a des centaines de personnes qui travaillent dans les boîtes. OK. Mais tous ce qu'on appelle les shitcoins, que je ne traduirai pas, qui sont les Dogecoin, les Shiba Inu et autres francs-frelucheries improbables qui ne reposent sur rien, sauf sur de la pure spéculation, n'y allez pas. N'y allez pas. Ou alors aller jouer au casino, ça revient au même. Ça ne repose sur rien. C'est ça, c'est pas un investissement. Non, ça n'est pas un investissement. Vous le faites d'un point de vue de loisir et pour vous amuser, mais ça n'est pas un investissement et vous avez une très forte probabilité de perdre de l'argent. Est-ce que vous constatez, vous, dans vos clients, justement, sur ces actifs ultra spéculatifs que sont ce que vous appelez des shitcoins, un dégoût de l'investisseur qui commencerait par là et qui ensuite se dit, bon, bah, en fait, j'ai perdu ma mise de départ, donc en fait, j'arrête tout ce qui correspond de près ou de loin à ce que j'appelle un investissement? Votre question est super, Nicolas, parce que bon, les crypto-monnaies sont émergentes, on y vient doucement, sûr, mais je vais prendre un parallèle. Beaucoup de clients ne veulent pas aller en bourse parce qu'il y a 15 ans, ils ont eux-mêmes, tout seuls, parce que bon, quand même, je connais. Donc j'ai fait tout seul, j'ai acheté une action, j'ai pris une banane, donc je me suis ramassé, plus jamais je ferai de la bourse. Le problème, c'est que souvent, une mauvaise expérience, chat mouillé, crâne l'eau froide, la chat échaudé, crâne l'eau froide, c'est exactement ça. Je me suis fait mouiller une fois, j'ai plus envie d'y aller. Ça, c'est dommage. Donc il faut aussi un petit peu de s'ouvrir, de reconnaître que peut-être par cupidité, je me suis trompé dans le passé, mais ça n'est pas pour autant que tout un secteur ou toute une classe d'actifs est mauvaise. Le meilleur conseil, vraiment, c'est de choisir un bon accompagnateur. Un bon accompagnateur. C'est comme l'automédication, c'est pas bon. Et se renseigner, du coup. Et se renseigner, toujours renseignez-vous sur avec qui vous envisagez de faire affaire. Et évidemment, ne pas faire confiance à un rendement, on le rappelle, donc le rendement n'est jamais garanti. Et on peut rappeler aussi que derrière un rendement, il y a toujours un risque aussi, et plus le rendement est élevé, plus le risque généralement suit, et à l'inverse, moins le rendement est élevé, normalement, le risque est plus faible. Avec un bon rendement, si on a connaissance de son risque, on peut faire des bons investissements. Il faut en avoir conscience. Celui qui vous dit tu as 15% de rendement et pas de risque, il y a un problème. Et bon, on finira là-dessus. Merci Carl Toussaint Duvaste d'être venu nous présenter du coup ces pires investissements sous forme de top 5. Donc je rappelle que vous êtes le cofondateur de Net Investissement et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous lundi pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.